La géothermie désigne à la fois l'étude des phénomènes thermiques internes du globe terrestre et les procédés qui permettent de récupérer cette chaleur naturelle pour produire de l'énergie. C'est une énergie de flux, comme le vent et le soleil. Cette énergie a deux origines. Premièrement, l'énergie du soleil, qui est stockée par les roches des premiers mètres sous la surface terrestre. Deuxièmement, l'énergie de la Terre, la température croissant avec la profondeur. C'est ce qu'on appelle le gradient géothermique. Il est variable selon la nature des roches. Sa valeur moyenne est de l'ordre de 3 degrés tous les 100 mètres. Cependant, certaines régions, comme les limites de plaques continentales, jalonnées de volcans, ont des gradients bien supérieurs et peuvent atteindre 20 à 30 degrés tous les 100 mètres. Selon la profondeur, on distingue la géothermie très basse énergie, avec des températures de 15 à 20 degrés. La chaleur est puisée dans les premières dizaines de mètres sous la surface. Une pompe à chaleur est nécessaire pour pouvoir l'utiliser. La géothermie de basse énergie, avec des températures de 40 à 80 degrés. Elle nécessite des forages de plusieurs centaines de mètres. La géothermie profonde, jusqu'à plus de 5000 mètres et 200 degrés. Enfin, la géothermie haute énergie, liée à des gradients géothermiques élevés, comme en Guadeloupe, près des volcans, ou en Alsace, dans la plaine d'effondrement, avec des températures de l'ordre de 250 degrés. Au niveau technologique, on distingue les systèmes dits en boucle fermée et les systèmes dits ouverts. Dans les systèmes dits en boucle fermée, un fluide caloporteur circule dans des tuyaux. Ces échangeurs peuvent être horizontaux, enterrés à faible profondeur, ou verticaux sous forme de sondes géothermiques. Dans les systèmes dits ouverts, on prélève de l'eau dans une nappe souterraine, puis on la réinjecte. Voyons maintenant quelques exemples dont les utilisations sont variées. Et tout d'abord, le thermalisme avec l'exemple de la ville de Dax. Donc la ville de Dax est construite sur une spécificité géologique, un diapyre de sel qui a gonflé dans son sous-sol et qui a fissuré toutes les couches pour les faire remonter de l'horizontale à la verticale. Et que du coup, la ressource à 4000 mètres de profondeur, en frôlant le diapyre et le dôme, a permis de remonter jusqu'au terrain naturel à 60 degrés. Aujourd'hui, on exploite cette ressource grâce à des forages, alors qu'elle était artésienne au préalable, qu'elle ressortait naturellement, qui vont la chercher à des très faibles profondeurs. Des réservoirs qui permettent d'utiliser cette ressource en eau chaude sont le Dano-Paléocène et le Crétacé supérieur. Donc la ville de Dax est propriétaire de 5 forages en lien direct avec cette ressource. Ces forages vont puiser à une soixantaine de mètres une eau chaude à 58-60 degrés qu'elle va mettre en commun sur un réseau, une boucle d'eau chaude, pour distribuer les établissements thermaux et qui puissent assurer leurs soins. On a à peu près 50% de la ressource qui est utilisée pour ce besoin en santé et on a une autorisation de l'Agence régionale de santé qui nous permet d'exploiter 5 forages jusqu'à 500 mètres cubes. Passons maintenant à la pisciculture. Vous pouvez nous parler un petit peu de la profondeur de cet ouvrage ? Le forage va au-delà de 3000 mètres. Il avait été cimenté, puisqu'évidemment il avait une vie première qui était celle de l'exploitation, au moins du sondage pour le pétrole, et il a été cimenté effectivement dans ses parties inférieures avec un pompage qui se situe entre 80 et 120 mètres. Là en ce moment, la pompe a été changée cette année, on est à 100 mètres de profondeur. Donc en matière de débit annuel, vous n'avez pas d'idée en fait de ce que vous prélevez annuellement ? Ça dépend évidemment de la rudesse du climat, mais les climats sont de moins en moins rudes. Traditionnellement, on commençait à pomper dans les premiers jours d'octobre et jusqu'au mi-fin mai. Depuis un certain nombre d'années, on voit qu'il y a un glissement. On est plutôt vers novembre pour le début de l'exploitation et on est plutôt dans les premiers jours d'avril pour la fin de l'exploitation. Et là, c'est le seul forage pétrolier dans le secteur qui est utilisé comme ça pour la géothermie ? À ma connaissance, oui. La ferme a été construite autour de l'idée de ce forage.
En fait, c'est pas la pisciculture n'est pas venue ici parce qu'il y avait une activité traditionnelle et historique d'élevage de poissons. Elle est venue ici parce que le forage lui permettait d'envisager une exploitation plus favorable. L'eau jaillit à 78 degrés et naturellement, on ne l'utilise pas en flux direct dans l'eau des poissons. Hein. L'échange se fait au travers des plaques d'un échangeur qui ressort donc après échange aux alentours de 20 degrés. Et dans le circuit secondaire, donc c'est de l'eau de la rivière, dont le but est évidemment piscicole, qui rentre un peu en dessous de 10 degrés, aux alentours de 8, et qui ressort, on le voit ici, à presque 40 degrés. Donc le but, évidemment, c'est d'utiliser cette eau à 40 degrés pour la remélanger derrière, et donc donner aux esturgeons une température finale aux alentours de 14-15 degrés. Grâce à ce chauffage, on continue à conserver la croissance des poissons. Le fait de pouvoir chauffer au-dessus de 14 degrés nous permet de gagner à peu près 1 année et demie à 2 années sur la totalité de la durée du cycle, ce qui est considérable. Alors si vous ne l'utilisez pas justement directement, c'est que l'eau, elle n'est pas de très bonne qualité. Elle est d'une qualité épouvantable, en tout cas au regard de l'eau nécessaire pour le poisson. Elle est pleine de fer, elle est pleine de manganèse, elle est pleine de soufre. Et mis à part ça, vous n'avez aucun problème d'exploitation, ça tourne tout seul? L'idée qui consisterait à dire que finalement la géothermie c'est une énergie gratuite est une idée fausse. Ce sont des installations qui sont très techniques, qui nécessitent une maintenance très poussée. La pompe est un outil qui travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc ce sont des durées de vie matérielles de 4 à 5 ans. On parle de matériel dont le coût unitaire est de l'ordre de 80 à 90 000 euros, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd, hein, tous les 4 ans. Enfin, un exemple de climatisation de bâtiments. Donc ici, on est à l'ENCEGID, l'école d'ingénieurs de Bordeaux INP. Le bâtiment a été livré en 2022. On a installé un système énergétique qui est de la géothermie. La géothermie de l'ENCEGID est un peu particulière parce qu'on a un doublet réversible qui permet à la fois de produire de la chaleur et du rafraîchissement au bâtiment. On va partir d'une nappe. La nappe, elle a une température naturelle d'environ 15 degrés ici. Sauf que l'eau à 15 degrés, elle n'est pas assez chaude pour fournir de l'énergie directement au bâtiment. Donc on utilise une pompe à chaleur pour amener cette eau à environ 40-45 degrés. Cette eau de l'échangeur de chaleur, elle va ressortir plus froide, environ on va dire à 10-12 degrés. Elle va être réinjectée dans le forage froid durant tout l'hiver et ainsi on crée une réserve de froid. On utilise directement ce froid pour rafraîchir notre bâtiment. C'est ce qu'on appelle la technique du géocooling. Ici, on exploite la nappe des calcaires de l'Oligocène, les calcaires à astérie. Et les forages ont été creusés jusqu'à 70 mètres de profondeur et ils sont crépinés entre 35 et 65 mètres. Si on fait un petit bilan environnemental d'une telle installation, on peut estimer que 1 kWh d'énergie thermique délivrée au bâtiment va émettre donc, tout au long du cycle de vie. Donc quand on prend en compte la création des forages, mais aussi la consommation de tous les équipements électriques durant 30, 40 ans, on va émettre environ 30 à 40 grammes de CO2 par kilowattheure d'énergie thermique fournie au bâtiment, froid et chaud compris. Alors que si on compare ça par exemple avec une chaudière au gaz qu'on couple avec une climatisation classique, on est plus sur des ordres de grandeur de 150-200 grammes de CO2 par kilowattheure. Ici, on pompe en moyenne entre 12 et 14 mètres cubeurs et pour l'instant, on couvre les besoins énergétiques d'à peu près 2 tiers du bâtiment. Et en fait, on pourrait potentiellement pomper plus nos forages pour couvrir tous les besoins du bâtiment. Il y a un inconvénient en fait, du coût d'investissement de base. Ça coûte beaucoup plus cher de réaliser des forages que d'installer une pompe à chaleur classique qui utilise les calories de l'air. Tant que les forages ou tant que le système ne sera pas en exploitation, on n'est jamais sûr de ce qui va réellement arriver. Un autre gros inconvénient que je vois, c'est l'entretien et la maintenance des forages auxquels il faut penser et qui a un coût non négligeable. À l'échelle du monde, la production de chaleur géothermique est de l'ordre de 250 TWh
par an. La production d'électricité à partir de la géothermie est d'environ 100 TWh par an. En France, la géothermie est principalement exploitée sous forme de chaleur dans environ 200 000 installations de très basse énergie, produisant au total 4,5 TWh par an, et dans 79 sites de basse énergie, produisant 2 TWh. Le bassin aquitain représente le deuxième potentiel géothermique après le bassin parisien. À 50 et 200 mètres de profondeur, la température y est plus élevée. Cependant, en France comme dans le monde, sauf quelques cas particuliers comme les régions volcaniques, la géothermie reste sous-employée. Pour conclure, les points forts de la géothermie sont disponibilité constante et une puissance générée qui peut être importante. La possibilité de produire de l'électricité si la température de l'eau est supérieure à 110 degrés et surtout de la chaleur en grande quantité. Les points faibles sont des investissements élevés dus au coût des forages et éventuellement de pompage, des risques lors des forages avec des incertitudes sur les débits et les températures, des coûts d'entretien élevés à cause de la corrosion et du colmatage des tuyaux, de la difficulté de transporter l'énergie géothermique qui doit être utilisée sur place car les pertes sont très importantes. Enfin, dans le cas de la géothermie haute énergie stimulée, des investissements importants et de la nécessité de fracturer la roche.